Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Il est 8h12, vous êtes bien sur Sud Radio et l'invité politique de Jean-François Aquili est Marc Fesneau, député du Loir-et-Cher et président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Il y aura une loi spéciale au pied du sapin de Noël des parlementaires. Est-ce un échec pour Sébastien Lecornu qui n'a pas réussi à faire voter le budget en bonne et due forme en cette fin d'année? C'est un échec d'abord pour les parlementaires. Parce que les parlementaires, en particulier ceux d'opposition, on dit laissez-nous faire, pas de 49.3, on est capable de s'entendre. Force est de constater que nous n'en sommes pas là et que la loi spéciale, je le dis au passage, c'est un pis-aller. C'est pas une loi qui permet de résoudre du tout les problèmes budgétaires du pays. Ça permet juste de lever l'impôt. Oui, reconduire le budget précédent, lever l'impôt. De reconduire un certain nombre de dépenses et de payer les fonctionnaires. Donc ça, c'est pas un budget. Et d'emprunter sur les marchés aussi. Oui, c'est ce que je veux dire. Lever l'impôt, emprunter sur les marchés et faire face à un certain nombre de dépenses obligatoires. Donc c'est pas une solution satisfaisante et ça peut pas durer. Le Premier ministre avait fait le choix, à la demande d'un certain nombre, de ne pas utiliser le 49.3. Donc de dire, au fond, les parlementaires sont des êtres adultes, ce que je crois, et doivent être capables de s'entendre. Et c'est pas ce qui s'est passé, parce que chacun essaie de rester sur ses lignes rouges. Alors, reconnaissons que nous avons réussi à le faire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et qu'on pouvait espérer que sur le projet de loi de finances, on pouvait le faire. Reconnaissons aussi qu'il y avait un certain nombre de points de convergence, y compris entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, mais là, désormais, l'ennemi, c'est le Sénat, c'est le sénateur. Non, j'ai dit qu'il y avait des points de convergence. Là, pour le budget. Pas pour moi, l'ennemi n'est pas le Sénat. Oui. D'abord, il faut respecter les deux chambres. On peut avoir des désaccords avec le Sénat, on a le droit quand même d'être en désaccord avec le Sénat. Les prérogatives du Sénat ne sont pas celles de l'Assemblée. Le dernier mot revient à l'Assemblée. C'est mieux quand l'Assemblée... Sébastien Lecornu ne s'est pas entendu avec son ancienne maison, il faut le dire. Non, enfin... D'abord, il a assez peu siégé dans cette maison. Donc, on peut pas dire que c'est son ancienne maison. Peut-être, ça pouvait dire que c'est sa future maison. Mais son ancienne, c'est un peu... Peut-être sa future. Mais non, mais il est sénateur potentiel, puisqu'il est ministre-sénateur, si je peux dire. Donc, il a jamais siégé. Ça veut dire, ça, quand on dit ça comme ça, ça sent le sapin, pardonnez-moi. Non, ça pas du tout. Ça veut dire censure et retour à la... mais monsieur Aquili, c'est la vocation de tout ministre un jour de ne pas être ministre et tout Premier ministre un jour de ne pas être Premier ministre. Alors, pour le coup, il faut saluer le travail qu'a fait Sébastien Lecornu, revenons à des choses sérieuses, pour essayer de trouver un compromis. Donc il n'y a pas de querelle entre Sébastien Lecornu et le Sénat. Il y a une querelle manifestement entre les Républicains parfois. Entre les Républicains du Sénat et les Républicains de l'Assemblée nationale. Et on peut le regretter, mais enfin ça, c'est pas au fond les affaires de tout le monde, c'est les affaires des Républicains. Et je pense qu'il y avait moyen de trouver un point de convergence. Je regrette d'ailleurs qu'au final, le texte du Sénat, sorti du Sénat, il y avait un déficit qui dépassait les 5%, puisqu'il était à 5,3, 5,4. Donc il va falloir se remettre au travail dès la rentrée pour essayer de trouver un budget. Qu'est-ce qu'il vous a dit de ce qui est avouable, le Premier ministre, quand il vous a reçu hier? Mais il n'y a rien d'interdit dans ce qu'a dit le Premier ministre. C'est pas avouable ou pas avouable. Il nous a dit ce qu'étaient les points de convergence entre le Sénat et l'Assemblée, ce qu'étaient les nécessités pour lui de trouver un budget dans des délais qui soient les plus rapprochés possibles, parce que nous avons des nécessités de dépenses. Et donc il nous a enjoint à essayer de trouver les voies d'un compromis entre nous évidemment, mais aussi avec les forces politiques qui ne sont pas dans la majorité gouvernementale. Je pense que le Parti socialiste sera d'accord pour un 49.3, déclaration de Philippe Juvin, le député Les Républicains des Hauts-de-Seine, et surtout rapporteur général du budget. C'est ce qui va finir par arriver, Marc Fesneau. Vous m'avez toujours trouvé à être interrogatif sur la question du 49.3. J'ai toujours dit, est-ce qu'on a besoin de se priver de cet outil qui n'est pas un outil antidémocratique? Je rappelle que le 49.3, c'est quoi? C'est le gouvernement engage la responsabilité qui est la sienne et la responsabilité de son gouvernement sur un texte. Et si les parlementaires ne disent pas vote contre, le gouvernement est renversé. Si c'est pas ça un acte démocratique, je sais pas ce que c'est qu'un acte démocratique. Vous aimeriez bien je n'aimerais pas. J'aimerais qu'on ait un budget qui soit voté par les forces politiques de façon naturelle. Mais si nous n'avons pas de budget voté par les voies normales, si je peux dire, il reste le 49.3. C'est vrai que j'entends un certain nombre de socialistes, j'aimerais mieux qu'ils le disent au micro plutôt que derrière les micros. Que le 49.3 pourrait être en effet une solution. Mais comme ils en ont fait une espèce de sujet principiel, ils n'osent plus dire qu'au fond, ils sont pas capables d'assumer un budget et ils sont pas capables non plus d'assumer un 49.3. Mais la vie politique, à un moment, c'est d'assumer des choix. Et assumer un choix qui est celui de dire « je ne veux pas voter le budget », ça peut s'entendre.
mais assumer le choix de, il faut quand même un budget pour le pays, ça peut s'entendre aussi. Et à ce moment-là, c'est le 49.3 qui s'imposerait. Donc vous êtes clair, Marc Fesneau, là-dessus, vous l'avez toujours dit, c'est un outil démocratique, et puis on engage la responsabilité du gouvernement. Vous êtes d'accord pour dire que depuis le départ, le Parti Socialiste dit, Olivier Faure, dire attention, retenez-moi ou je fais un malheur, et puis on négocie, mais là, nous sommes d'accord, si nous discutons du budget, là, au mois de janvier, il y a les élections municipales qui arrivent, et le Parti Socialiste veut se poser en partie responsable devant ses électeurs, et pas, on va dire, organisateur d'un chaos. Donc il peut négocier, je ne censure pas, on règle 2-3 choses, et tu déballes ton 49.3. Oui, ça peut être ça. Je ne suis pas dans les têtes, là vous êtes sur les hypothèses. Non, tout le monde raconte ça. Non, mais attendez. C'est ce qui se dit. Je vais essayer de répondre à votre question. C'est une hypothèse sur laquelle on peut sérieusement travailler. Mais je répète, les socialistes, ils sont une 60aine. Le bloc central, c'est 200. Il faut qu'on se parle tous. Hein. C'est pas simplement le choix des socialistes qui va faire le budget. C'est le choix, y compris, de ceux qui soutiennent le gouvernement, de ceux qui soutiennent Sébastien Lecornu. Parce que la logique des choses, c'est qu'on trouve un point d'équilibre entre des forces politiques qui sont pas d'accord et que ça soit pas simplement les conditions du Parti socialiste qui viennent dicter les choses. Oui, tout le monde a intérêt à ce que nous entrions dans la séquence municipale. Puis après, on le sait, l'année 2026 sera une séquence pré-présidentielle avec cette affaire budgétaire derrière nous pour qu'on puisse envisager sérieusement les politiques publiques qu'il faut conduire. Oui. Et je sais que Sébastien Lecornu est très attaché à mener un certain nombre de politiques publiques. Il y a les sujets de défense, il y a les sujets de transition, les sujets de réindustrialisation. On ne peut pas attendre... Tous les sujets. Il y a plein de sujets qui ne peuvent pas attendre 2027 et sur lesquels je sais que le Premier ministre est très engagé et il veut avancer sur ces sujets-là. Et donc, on a besoin singulièrement d'avoir un budget... ce que vous décrivez est une voie qui me paraît une voie raisonnable. Oui, enfin, c'est ce qui se dit, c'est pas ce que moi je décris, hein, c'est ce que je lis. Vous décrivez ce qui se dit, si vous voulez. Vous pensez qu'Horizon et les Républicains pourraient ne pas voter ce budget-là en janvier ? Plus on se rapproche des échéances municipales et présidentielles, plus le risque est que chacun essaye de marquer son identité. Donc c'est une galère. Vous êtes d'accord que c'est un cauchemar ? Si vous voulez me faire dire que c'est facile et que c'est une navigation... de revenir parler du budget là en janvier. Si vous voulez me faire dire que c'est une navigation d'eau douce, non. Je vous confirme que le moment que nous traversons, y compris d'un point de vue parlementaire, on n'est pas en navigation d'eau douce. C'est pas fait pour les marins d'eau douce. Donc on a besoin, on est plutôt par gros temps et avec pas de majorité. Oui, c'est une difficulté. Et donc oui, plus on se rapproche de l'échéance présidentielle, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut aller vite sur les questions budgétaires. Plus on se rapproche de la séquence présidentielle, plus les écoutilles vont se fermer et plus un certain nombre vont dire, moi, c'est mes lignes rouges et rien d'autre. Marc Fesneau, en oubliant un peu l'intérêt du pays. Est-ce que ce n'est pas l'échec du parlementarisme ? Est-ce que finalement la bonne solution n'eût pas été de redissoudre, dissoudre une nouvelle fois, qu'on n'en parle plus une bonne fois pour toutes ? On n'en parle plus une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, excusez-moi de vous dire ça, ça veut rien dire. Parce qu'on revote de temps en temps quand même dans un pays démocratique. Donc c'est pas une bonne fois pour toutes. L'échec du parlementarisme, c'est justement la dissolution. C'est quand on est incapable de travailler. On a réussi à le faire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quand même. On pourrait le dire. Non mais, on regarde jamais les choses qui ont fonctionné. Le Premier ministre avait souhaité qu'on puisse trouver un terrain d'atterrissage sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On l'a trouvé. Ça n'est pas un échec, c'est une réussite du parlementarisme. Si à chaque fois qu'on a des embûches, on prend les solutions radicales en disant j'évite l'écueil en faisant la dissolution, c'est pas sérieux, c'est pas responsable. Le pire échec, c'est l'échec pour le pays. Parce que si vous faites une dissolution, vous en avez pour 6 semaines d'élection, vous ne réglez pas les problèmes de fond politique, parce que vous n'abordez pas les sujets de fond en 4 à 6 semaines. Et vous vous retrouvez peut-être dans la même situation d'un point de vue des équilibres des forces. Et donc, qu'est-ce que ça change ? Rien. Et ça, c'est un échec. Crise parlementaire, spectacle déplorable dans les deux chambres, aux yeux des Français. Mais je vous trouve un peu dur. Spectacle déplorable, non. Si vous avez assisté au débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a été au fond des dossiers. Oui, mais attendez, depuis... Essayons de ne pas nourrir nous-mêmes, pardon Jean-François Aquilini, essayons de ne pas nourrir nous-mêmes l'antiparlementarisme. Ça n'était pas un spectacle déplorable. Ce qui est déplorable parfois, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On a réussi à le faire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous rappelle, Marc Fesneau, votre leader, François Bayrou, a pris le même virage il y a 1 an avec une loi spéciale. Ça fait des mois et des mois que ça dure, cette histoire. Les personnes n'y comprennent plus rien, même les journalistes spécialisés commencent à s'y perdre aussi. Donc la question c'est, vous avez une crise agricole, la question qu'on va y venir, le Mercosur qui est toujours sur le grill. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme de ras-le-bol aujourd'hui des Français, des électeurs, et que ça se joue déjà dans les urnes des municipales ? Alors vous avez 3 questions en une, si je peux me permettre. Le premier sujet,
Est-ce que c'est incompréhensible aux yeux de la plupart d'entre nous ou d'entre ceux qui nous regardent? La réponse est oui. Oui. Bon, c'est comme ça parce que les sujets sont complexes et que la situation politique est complexe. 2, il faut essayer pour le coup d'être, justement de pas se cacher derrière les échéances qui viennent, mais de regarder quels sont les sujets qu'on a maintenant à régler. Parce que ça donnera le sentiment aux Français qu'on s'occupe d'eux et pas d'autre chose. 3e élément, oui, il y a un sentiment de colère des Français, mais un sentiment de colère qui n'est pas dû qu'à la situation budgétaire du moment, une situation de colère générale. 3, est-ce que ça peut se traduire dans les urnes? Au municipal, je doute un peu. Moi, je suis un élu municipal, comme vous le savez. Oui. Je pense qu'au municipal, les Français répondent à la question municipale. Et que s'ils ont un bon maire, ou s'ils ont une bonne équipe qui veut entrer, ils éliront ces équipes-là. Et que j'espère, je crois, qu'ils ne viendront pas importer le modèle national de chaos et de bataille dans l'espace municipal. Vous estimez au final que Sébastien Lecornu a mieux réussi que François Bayrou à ce stade? On peut pas. Enfin, c'est le temps long qui jugera. Je vois bien. C'est prudent, hein. C'est pas une question de prudence. Je constate que François Bayrou avait réussi une chose, c'était à mettre autour de la table à l'époque les socialistes, parce qu'ils n'y étaient pas au démarrage. Que Michel Barnier avait lui réussi à mettre autour de la table les Républicains. Parce que je rappelle que nous venons de 2024 où Républicains et socialistes étaient des adversaires résolus de ce que nous étions nous, espace central, et du président de la République. Alors il reste des opposants pour un certain nombre d'entre eux, mais ils ont fait des pas les uns vers les autres, sans se renier d'ailleurs. Donc François Bayrou avait réussi ça. Il ne réussit pas à provoquer quelque chose de l'ordre d'un électrochoc sur, et on peut le regretter, sur la dette et le déficit. Ce fil n'étant pas rompu, Sébastien Lecornu réussit à faire voter un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, on ne réussit pas sur le projet de loi de finances. Bon, si vous voulez me faire dire là aussi que c'est chaotique pour tout le monde et que c'est chaotique depuis 18 mois, oui, c'est chaotique, mais bon an, mal an, on progresse. Beaucoup trop lentement à mes yeux, parce que nous sommes un pays qui ne sait pas ce que c'est que le compromis. Marc Fesneau, la crise agricole aujourd'hui est mal gérée? Non, je pense qu'on est... elle est gérée comme on a souvent géré les crises sanitaires, si vous me parlez de ça, parce qu'elle démarre sur une crise sanitaire. Hein. Il n'y a pas que ça, à mon avis, dans la crise agricole. Cette crise sanitaire, elle nécessite de prendre des mesures qui sont des mesures extrêmement violentes pour les éleveurs qui sont concernés. La vérité m'oblige à dire que ce n'est pas des mesures qui sont nouvelles. C'est une stratégie scientifique étayée dans de nombreux pays qui montre plutôt ses effets. En tout cas, c'est la moins mauvaise des solutions. Mais nous sommes dans une société qui est très fracturée. Certains se servent de ça pour manier les théories du complot et inventer des problèmes qui n'en sont pas. Et il faut écouter la parole d'agriculteurs qui disent « je n'ai pas envie de voir mon troupeau abattu totalement ». Et donc, progressivement, la vaccination gagnant, peut-être que ça pourra faire évoluer le protocole sanitaire, mais nous sommes face à des contraintes. La ministre, comme tous les ministres de l'Agriculture qui ont été contraints à ce type de mesures, et j'en ai été, elle essaye de trouver un point d'équilibre entre ce que sont les nécessités sanitaires, les nécessités économiques et l'attention qu'il faut porter aux éleveurs. Parce que c'est vrai que pour un éleveur perdre en 24 heures l'ensemble de son troupeau, c'est un drame. Mais ils ont raison quand ils disent qu'il faut essayer autre chose, c'est-à-dire mettre de côté les bêtes touchées et garder le reste. Il ne faut jamais être fermé à la discussion. Moi, j'ai jamais... Attendez, laissez-moi finir. C'est une urgence. Mais c'est une urgence. C'est pas parce que c'est une urgence qu'on fait n'importe quoi, Monsieur Akili. Non, mais tester. Non, mais on va pas tester pour voir si on emmène le virus en Bretagne ou dans le Grand Est. Non, mais parce que c'est la vie, le revenu de millions, de centaines de milliers d'agriculteurs qui sont en jeu. C'est une maladie, 5 à 10% de mortalité. Si toute la France était contaminée, c'est 900 000 à 1,5 million de bovins qui meurent. Okay, donc on va pas tester pour voir. Il faut qu'on fasse des choses qui soient scientifiquement étayé. On peut regarder des choses nouvelles, mais il faut que ça soit quand même étayé par la science, parce que sinon on est dans quelque chose qui ressemble à l'apprenti sorcier. Un ministre, un responsable public peut pas être un apprenti sorcier. Donc vous contestez la référence de la Réunion 1992, l'abattage avait été partiel, enfin ça a été remis au goût du jour dans le Figaro par Véronique Le Floch. Il ne nous aura pas échappé que la Réunion est une île. Donc, et que les protocoles sanitaires... mais qu'à la Réunion, vous ne pouvez pas faire venir un certain nombre d'animaux. Bon, ne comparons pas une île avec ses contraintes et ses contingences et ses spécificités sous un climat qui n'est pas tout à fait le nôtre, reconnaissons-le aussi, à ce qu'est la contingence de l'Hexagone. D'accord, donc blocage non légitime à vos yeux, là aujourd'hui. Non, j'ai pas dit non légitime, enfin je rentre pas dans ce genre de considération. Il y a une émotion qui est très forte et je pense qu'il faut essayer de trouver les mots aussi pour dire qu'on entend vraiment et qu'on écoute vraiment.
On a essayé, moi, quand j'avais eu l'affaire avec d'autres de la grippe aviaire, on avait essayé de regarder s'il y avait des adaptations du protocole qui pouvaient être faites. Mais on ne peut pas en rabattre sur les questions sanitaires, parce que c'est l'intérêt. Personne ne peut croire que tout ça est fait pour embêter les éleveurs. Tout ça, personne ne peut croire que c'est fait pour autre chose que de sauver les filières. C'est-à-dire, on est tous de bonne foi. On peut ne pas être d'accord, mais au moins, de grâce, nous ne faisons pas des procès en mauvaise foi. On peut ne pas être d'accord, mais... Et les agriculteurs sont de bonne foi, Marc Fesneau, vous le dites. Oui, bien sûr. Vous pensez que certains sont manipulés politiquement? Bon, ils sont assez adultes pour pas être manipulés, me semble-t-il. Certains essayent de les manipuler, oui. Certains essayent de jouer... on voit bien que les extrêmes par nature, et d'ailleurs dans une forme de collusion, quand on entend la France Insoumise et le Rassemblement National à l'Assemblée nationale, oui, je dis bien, on voit bien que dès qu'il y a une crise, ils essayent de s'en saisir pour s'emparer de la misère du monde et pour essayer d'en faire un objet politique. Le sanitaire n'est pas RN et LFI manipulent la crise agricole? Ah, oui, bien sûr. Pardon, c'est une évidence. C'est-à-dire, il suffit de les voir à l'Assemblée nationale pour voir qu'ils s'en sont emparés, venant parer de leurs écharpes, les mêmes à la France Insoumise, qui empêchent les agriculteurs tous les matins, dès qu'on essaie de lever un certain nombre d'entraves et de contraintes, qui empêche tous les textes, ou qui essaie d'empêcher tous les textes qu'on essaie de faire voter à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas avoir un double discours dans la vie. On ne peut pas dire je défends les agriculteurs et je laisse à ce point un certain nombre d'entraves vis-à-vis de ce que sont leurs métiers et de ce que sont leurs contingences. Marc Fesneau, franchement, c'est connexe. Hein. L'accord Mercosur, est-ce qu'il, à vos yeux, sera signé en janvier, en vérité? J'en sais rien. Le président de la République a fixé un certain nombre de conditions. On ne peut pas à la fois dire il faut que le président de la République fixe des conditions de réciprocité, des conditions de clause de sauvegarde, c'est-à-dire que si ça déséquilibrait les marchés, hop, on stoppe les importations, et si nous l'obtenions, dire de toute façon, on ne le signera pas. Par ailleurs, le sujet commercial, le mieux dans la vie, en général politique, et en particulier vis-à-vis des agriculteurs, c'est de dire la vérité. Les accords commerciaux, il y a 27 pays membres. Il faut qu'on ait une minorité de blocage. Donc le travail qui a été fait par la France, si le président de la République, c'est pas pour le défendre en tant que tel, mais si le président de la République n'avait pas trouvé cette minorité de blocage depuis des années, le Mercosur serait déjà signé. Vous voyez bien que par ailleurs, nous avons besoin de pouvoir échanger. Parce que non, mais il y a des filières qui ont besoin de pouvoir échanger. Ça fait 25 ans que ça dure. Le Mercosur. Attendez, les mesures miroirs, clause de sauvegarde, il y a 25 ans, on n'en parlait pas. Hein. Oui, mais en parler maintenant, il est minuit moins une, quoi. C'est au dernier moment. Parce que vous avez des éleveurs et des agriculteurs dans la rue, entre les routes. C'est le problème de ces accords, et c'est en particulier le problème du Mercosur, c'est des accords qui... Le démarrage, je crois que c'était sous Jacques Chirac, de la négociation. Le lancement de la négociation. 25 ans plus tard. Et donc, dans l'intervalle, il s'est passé des choses. Et donc, en fait, personne n'est au courant. Puis tout d'un coup, pardon de l'expression, le périscope sort et dit « Eureka, on a trouvé un accord ». Là, pour le coup, il y a un problème de méthode. Mais globalement, il y a un problème de méthode. Mais dès lors qu'on obtiendrait un certain nombre de choses, se posera la question. Et par ailleurs, on peut être tout seul contre, et ça ne change rien dans l'espace européen. Donc, il vaut mieux dire la vérité, essayer de trouver les mesures qui nous correspondent pour éviter de frapper l'agriculture. Et par ailleurs, le problème de fond de l'agriculture, c'est un problème de compétitivité. Il faut qu'on arrive à rendre plus compétitif. Donc c'est la question de l'accès à l'eau, c'est la question des charges, c'est la question des contraintes. La signature Mercosur dans les semaines qui viennent, jours qui viennent. Marc Fesneau, dernière question, comment va François Bayrou? Il va bien. Écoutez, il est comme beaucoup de Français qui ont une grippe, et cette année, la grippe est singulièrement mauvaise. Donc... Est-ce qu'il faut rendre ce vaccin obligatoire de la grippe? Vous voyez bien que dès qu'on a commencé à rendre quelque chose d'obligatoire, en tout cas, c'est plutôt une invitation pour chacune et chacun d'entre nous à la vaccination. On est dans un pays qui veut toujours des obligations, et dès qu'on met des obligations, qui dit qu'il ne veut pas d'obligations. Et si on faisait confiance à la responsabilité collective? C'est un peu une urgence. Que dites-vous de l'urgentiste Mathias Vargon qui va jusqu'à proposer de faire payer les patients non vaccinés? Non, je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire de dire la responsabilité s'arrête au moment où vous venez charger les urgences parce que vous avez été vous-même un peu irresponsable. Moi, je fais plutôt confiance à l'esprit de responsabilité. Est-ce que vous diriez au final que François Bayrou a payé de longs mois de pression à Matignon et la folie budgétaire, ça a pesé finalement? C'est un responsable politique qui a le sens des responsabilités, qui est rompu à l'exercice de la pression. Après, on peut avoir une grippe et une grippe peut se surinfecter. C'est un être humain comme les autres. Merci Marc Fesneau. Merci à vous.
Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir été dans ce studio ce matin au micro de Jean-François Aquili. Je rappelle que vous êtes le député du Loir-et-Cher et président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Mon cher Jean-François, on vous retrouve naturellement entre 9h et 10h pour la vérité en face dans un instant. 0826 300 300, on va notamment évoquer ce qui vient de se dire ici dans cette interview politique. Certes la loi spéciale, mais le 49.3, faut-il à un moment ou un autre que Sébastien Lecornu utilise cet outil législatif pour éviter que tous les débats ressemblent à un jour sans fin? 0826 300 300. Et puis dans quelques instants, on fera aussi un petit tour du côté des grands tabous de l'histoire. Vous êtes bien sur Sud Radio.